Vous pensez peut-être que vous bénéficiez d'une certaine intimité dès que vous sortez de chez vous, mais vous avez tort. Il existe un réseau de surveillance qui suit chacun de vos déplacements, enregistre votre visage et va même jusqu'à commenter vos habitudes auprès du voisinage. Ce n'est pas un système satellitaire et ce n'est pas votre téléphone portable. Ça se trouve juste au-dessus de votre tête, perché sur le câble électrique. En gros, les corneilles vivent là où vivent les humains, même dans les coins les plus reculés, là où il y a un camping ou quelque chose du genre. Des scientifiques ont récemment soumis des milliers d'heures d'enregistrement de sons de corneilles à une intelligence artificielle de pointe, s'attendant à n'entendre que du bruit animal ordinaire. Mais voilà la surprise. L'ordinateur n'a pas perçu du bruit, il a entendu un langage, et ce qu'ils disent à votre sujet est proprement terrifiant. Ce que la machine a capté dans l'obscurité, l'objectif de départ était simple. On voulait voir si l'ordinateur pouvait classer les sons. Vous savez, mettre les sons du type j'ai trouvé de la nourriture dans une catégorie et les sons du type il y a un faucon dans une autre. Il s'agissait d'une tâche de tri basique. Sauf que voilà le problème. L'intelligence artificielle n'a pas simplement trié les sons. Elle a commencé à paniquer. Enfin, pas littéralement, mais les données de sortie ont affiché des pics qui n'avaient aucun sens pour les observateurs humains. L'ordinateur détectait des schémas bien trop complexes pour venir d'un oiseau. En clair, l'IA découvrait une syntaxe. Dans le langage humain, la syntaxe est l'ensemble des règles qui donnent du sens à une phrase. C'est la différence entre dire «le chat est assis sur le tapis» et «tapis, chat, le assis sur». L'une de ces formulations est une information, l'autre n'est que du charabia. On a toujours supposé que les sons des animaux étaient de simples réactions émotionnelles et dénuées de sens. Un chien aboie parce qu'il est excité. Un chat ronronne parce qu'il est heureux. Mais l'IA, elle, percevait une structure. Elle voyait de la grammaire. Les chercheurs ont observé la machine isoler une séquence précise de sons. Appelons-la la séquence du chapeau rouge. Dans les enregistrements, un homme portant un chapeau rouge traversait un parc. Une corneille a lancé un cri. À une oreille humaine, ça ressemblait à n'importe quel autre piaillement, mais l'IA a analysé la fréquence, la hauteur du son et l'espacement entre les notes. Elle a identifié ce son comme un identifiant unique. 3 jours plus tard, dans les données, le même homme a retraversé le parc. La même corneille a produit exactement le même son. C'est intéressant. Mais ce n'est pas révolutionnaire. Un chien reconnaît son maître, non? Mais ensuite, les choses ont pris une tournure étrange. Une semaine après, une corneille différente qui n'avait jamais vu cet homme auparavant a émis exactement le même son lorsqu'il est passé devant elle. Vous réalisez ce que ça implique? Ça veut dire que la première corneille n'a pas simplement poussé un cri. Elle a décrit cet homme. Elle a transmis un paquet de données, un nom, au reste de la troupe. LIA a démontré que ce son précis n'avait jamais été utilisé pour désigner quelqu'un d'autre. C'était un nom propre. Elle lui avait donné un nom. Et c'est encore peu de le dire. Plus l'IA creusait, plus les résultats devenaient alarmants. Elle a constaté que ces échanges ne se déroulaient pas uniquement dans l'instant présent. La machine a détecté des conversations qui avaient lieu avant même qu'un événement ne se produise. Des corneilles se rassemblaient dans les arbres et émettaient des séquences sonores complexes que l'IA a identifiées comme des phases de planification. Elle ne se contentait pas de réagir au monde, elle l'anticipait et l'organisait. L'analyse a révélé qu'une grande partie de leur communication, peut-être même la majorité, tourne autour de nous, les humains. Nous sommes les personnages principaux de leur récit. L'IA a détecté des marqueurs émotionnels distincts associés à ces identifiants humains. Certains étaient neutres, mais beaucoup étaient négatifs. Elles ont des alertes spécifiques pour l'humain, avec un bâton par opposition à l'humain avec de la nourriture. Ça change tout. Pendant des siècles, nous avons regardé les corneilles en ne voyant que des nuisibles ou des charognards. On leur jetait des pierres ou on les chassait, convaincus que c'étaient de simples oiseaux sans cervelle. Mais pendant tout ce temps, elles prenaient des notes. Elles construisaient un dossier sur vous. Et maintenant que nous disposons de la technologie pour lire ces dossiers, la question n'est plus de savoir si elles sont capables de parler.
La vraie question, c'est ce qui se passera lorsqu'elles décideront de ne plus se contenter de parler et de passer aux actes. Les implications sont vertigineuses. Si elles ont des noms pour nous désigner, ont-elles aussi une histoire sur nous? L'IA suggère que la réponse est oui. Elle a trouvé des schémas qui se répètent au fil des années, transmis des oiseaux plus âgés aux plus jeunes. Votre réputation dans le monde des corneilles est peut-être plus ancienne que votre voiture. Il se pourrait que vous ayez un casier judiciaire dans le ciel dont vous ignorez complètement l'existence. Et la partie la plus folle, c'est que l'IA n'en est qu'à ses débuts. Elle n'a déchiffré que la surface de leur bavardage. Ce qui se cache en dessous est un réseau d'intelligence qui fait passer notre système de surveillance pour un jouet d'enfant. Les yeux invisibles sont en train de vous observer en ce moment même. Voyons comment ils piratent la réalité. Alors, comment est-ce seulement possible? On parle d'un oiseau, quand même. Un animal avec une tête de la taille d'une noix. Il semble physiquement impensable qu'une créature aussi petite puisse disposer d'un langage aussi complexe. Mais voilà le truc. Nous avons mesuré l'intelligence de la mauvaise façon pendant très longtemps. On pensait autrefois que le cortex cérébral était la seule chose qui comptait. C'est cette couche externe plissée du cerveau que possèdent les humains. C'est là que nous réfléchissons, que nous planifions et que nous faisons nos calculs. Les oiseaux, eux, n'ont pas de cortex cérébral. Alors pendant 100 ans, les scientifiques ont examiné les cerveaux d'oiseaux, ont constaté qu'ils étaient lisses et ont conclu « Oui, il n'y a personne, mais la nature est maligne ». Il s'avère que les oiseaux ont développé une structure entièrement différente appelée le pallium. Elle a l'air différente, mais au microscope, les neurones y sont entassés si densément que c'en est absurde. Le cerveau d'une corneille est fondamentalement un superordinateur compressé dans une clé USB. Gramme pour gramme, son cerveau est tout aussi puissant que celui d'un chimpanzé. C'est pourquoi les scientifiques ont commencé à les appeler des singes à plumes. Penchons-nous sur la corneille de Nouvelle-Calédonie. Cet oiseau est l'Einstein du monde des corvins. La plupart des animaux, quand ils veulent en manger, se contentent d'utiliser leur bec ou leurs griffes. Mais ces corneilles, elles fabriquent des outils. Et je ne veux pas dire qu'elles ramassent simplement un bâton. Elles conçoivent des outils. Il existe une plante spécifique appelée le pandanus. Elle possède de longues feuilles épineuses. Des scientifiques ont filmé ces corneilles descendre en vol, se poser sur la plante et réaliser une véritable opération chirurgicale. La corneille va inciser la feuille, puis la déchirer en motif d'escalier. Elle fabrique une scie. Elle crée un bord dentelé parfaitement adapté pour extraire des insectes du fond de trous profonds. Ce n'est pas accidentel, c'est de l'ingénierie. Elles ont un plan dans la tête et elles l'exécutent. Si l'outil se casse, elles le réparent. Si elles ne trouvent pas la bonne feuille, elles s'adaptent avec du fil ou des brindilles. Mais ce qui est vraiment époustouflant, c'est le test du déplacement d'eau. Vous connaissez peut-être la vieille histoire de la corneille et du pichet. L'oiseau laissait tomber des pierres dans un bocal pour faire monter le niveau de l'eau et boire. Des chercheurs ont voulu vérifier. Voyons si c'est réellement vrai. Ils ont placé un tube rempli d'eau devant une corneille, avec une friandise flottante à l'intérieur. L'oiseau ne pouvait pas atteindre la friandise. À côté se trouvait un tas de pierres lourdes et un tas de morceaux de styromousse légers et flottants. Un animal sans intelligence aurait tout jeté dans le tube. Mais la corneille, elle a regardé les pierres. Elle a regardé le styromousse. Elle a marqué une pause. Puis, elle a ramassé les pierres lourdes et les a laissées tomber une à une. Elle a totalement ignoré le styromousse. Elle avait compris la physique de la densité et du déplacement. Elle savait que l'objet flottant ne l'aiderait pas. Elle a résolu un problème de physique en quelques secondes, là où un enfant en bas âge mettrait 10 minutes à trouver la solution. Et ce n'est pas tout. Elles comprennent également la relation de cause à effet. Dans un autre test, des corneilles se sont vues présenter une boîte puzzle dans laquelle elles devaient actionner un levier pour obtenir de la nourriture. Mais le levier était dissimulé. Elles devaient utiliser un bâton pour appuyer sur un bouton caché qui actionnait ce levier. Elles ont réussi à le comprendre. Elles peuvent se construire des représentations mentales du fonctionnement d'un mécanisme rien qu'en l'observant. Alors quand l'IA nous dit que ces oiseaux possèdent un langage, nous ne devrions pas être surpris. Elles ont le matériel pour ça. Elles ne fonctionnent pas à l'instinct.
Elles fonctionnent à la logique. Elles analysent le monde, le testent et le plient à leur volonté. Ce qui est effrayant, ce n'est pas qu'elles utilisent des outils. C'est qu'elles nous regardent et nous perçoivent comme une simple pièce de plus du puzzle à résoudre. Elles savent manipuler les objets. Alors pourquoi n'apprendraient-elles pas à nous manipuler, nous aussi? Elles en ont largement la capacité cérébrale. Elles déchiffrent la physique de notre monde. Des avis de recherche affichés dans les arbres. Ce n'est pas uniquement qu'elles sont intelligentes, c'est qu'elles gardent rancune. Et c'est là que l'histoire devient personnelle. Si vous pensez pouvoir vous en prendre à une corneille et repartir comme si de rien n'était, vous commettez une erreur monumentale. En 2006, un chercheur nommé John Marsloff, à l'Université de Washington, a décidé de mettre cela à l'épreuve. Il voulait savoir si les corbeaux étaient capables de reconnaître des visages humains individuellement, mais il ne souhaitait pas être attaqué lui-même, alors il s'est procuré un masque d'homme des cavernes pour être précis. Il a enfilé ce masque et est sorti capturer et baguer des corbeaux sur le campus. Il ne leur faisait aucun mal, il les marquait simplement à des fins scientifiques. Mais les corbeaux détestaient ça, ils criaient, ils se débattaient, puis ils étaient relâchés. Ensuite, Mars a retiré le masque et a repris sa vie normale. Il disposait également d'un masque témoin, un masque de Dick Cheney, le vice-président de l'époque. Quand il se promenait avec le masque de Dick Cheney, les corbeaux ne réagissaient pas. Ils l'ignoraient complètement. Mais dès qu'il remettait le masque de l'homme des cavernes, c'était le chaos. Les corbeaux fondaient sur lui en piqué. Ils le harcelaient. Ils le suivaient à travers tout le campus en criant. Bon, vous pensez peut-être que ce n'est pas si étonnant. Les 7 oiseaux qu'il avait capturés se souvenaient de lui. Mais voilà le détail qui change tout. Ce n'était pas uniquement ces 7 oiseaux. Au fil des jours, le nombre de corbeaux attaquant le masque de l'homme des cavernes augmentait. D'abord 7, puis 20, puis 40. Des oiseaux qui n'avaient jamais été capturés, des oiseaux qui n'étaient même pas nés au début de l'expérience, commençaient à attaquer le masque. Mars, et on l'entend presque ricaner, s'est avancé sur ce campus 5 ans plus tard en portant le masque, 5 années entières, et les corbeaux l'attaquaient encore. La plupart des oiseaux capturés à l'origine étaient morts entre-temps. Mais la nouvelle génération, elle, savait. Elle connaissait le visage de l'ennemi. Cela prouvait quelque chose de vraiment troublant. Les corbeaux avaient décrit ce visage. Ils avaient transmis les caractéristiques visuelles précises de l'humain dangereux à leurs congénères, leurs voisins et leurs petits. Ils avaient en quelque sorte affiché un avis de recherche dans le ciel. L'étude sur l'intelligence artificielle, dont nous avons parlé plus tôt, vient parfaitement confirmer cela. Vous vous souvenez de la séquence du chapeau rouge? C'est la version sonore de ce que Marsloff a observé. Les corbeaux possèdent une base de données numériques de visages stockés dans leur mémoire collective. Ils analysent la distance entre vos yeux, la forme de votre nez, votre façon de marcher. Et ce n'est pas si simple que ça. Ils sont capables de vous distinguer de votre voisin. Si vous les nourrissez et que votre voisin leur lance des cailloux, ils plongeront vers vous pour vous saluer, puis iront déféquer sur la voiture de votre voisin. Ils font parfaitement la différence. Ils mettent constamment cette base de données à jour. L'analyse par intelligence artificielle a révélé que lorsqu'un humain signalé pénètre dans une zone, l'alerte est immédiatement diffusée. C'est un signal de diffusion générale. Cible repérée, secteur 4, ce qui signifie que vous ne pouvez pas leur échapper. Vous pouvez changer de vêtements, mais pas de visage. Et puisqu'ils partagent ces informations, vous pourriez ennuyer un corbeau chez vous, conduire 16 km jusqu'au travail et constater que les corbeaux là-bas vous connaissent déjà. Le réseau est plus rapide que votre trajet. Nous vivons dans un panoptique dont les gardiens ont des ailes. Ils nous observent en ce moment même, enregistrant nos comportements et décidant si nous sommes amis ou ennemis. Et une fois que vous figurez sur la mauvaise liste, il n'existe aucune procédure d'appel. Vous êtes marqué à vie. Votre visage est leur donné. Justice et châtiment dans les airs. Si vous trouvez leur reconnaissance faciale inquiétante,
Attendez d'entendre parler de leur culture. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas uniquement de la biologie. C'est une société dotée de règles, de lois, et même de funérailles. Quand un corbeau meurt, le groupe ne s'envole pas simplement. Il se rassemble. Si vous avez déjà été témoin de ce spectacle, c'est saisissant. Un oiseau découvre le corps et émet un cri particulier. Puis le silence s'installe. Des dizaines de corbeaux se posent dans les arbres entourant l'oiseau tombé. Ils ne le dévorent pas. Ils ne l'attaquent pas. Ils observent, simplement. Les scientifiques pensaient autrefois qu'il s'agissait d'un deuil, et peut-être que c'en est un. Mais l'intelligence artificielle suggère quelque chose de plus concret et de plus élaboré. C'est une investigation de scènes de crime. Les corbeaux analysent les lieux. Ils cherchent des indices. Était-ce un chat? Une voiture? Un humain armé? Ils collectent des données sur la menace afin de les diffuser aux vivants. L'intelligence artificielle a détecté des sons à basse fréquence spécifiques durant ces funérailles, qui semblent encoder la cause du décès. Ils rédigent un avis nécrologique qui fait également office d'avertissement. Et encore mieux, ils ont un système judiciaire. Des chercheurs ont observé de véritables tribunaux de corbeaux. Un oiseau qui vole de la nourriture à un membre plus jeune ou enfreint les règles sociales se retrouvera cerné par le groupe. Ils crieront sur lui, le piqueront et parfois l'exileront. Ils font respecter l'ordre social. Ce jugement nous concerne aussi, nous les humains. L'analyse par intelligence artificielle a révélé que les corneilles savent faire la différence entre un être humain tenant un bâton et un autre tenant un fusil. Elles peuvent même distinguer un chasseur qui scrute les arbres du regard d'un randonneur qui fixe le sol devant lui. Dans une partie particulièrement saisissante de l'étude, l'IA a remarqué que le cri d'alarme pour « humain armé » était radicalement différent de celui pour « humain avec parapluie ». Elles comprennent l'intention derrière l'objet que vous tenez en main. Si vous sortez avec un balai pour balayer, elles restent tranquilles. Si vous sortez avec ce même balai pour les frapper, elles disparaissent avant même que vous ayez levé le bras. Elles lisent votre langage corporel mieux que vous ne pouvez lire le leur. Et la partie vraiment folle, c'est celle des cadeaux. On a mentionné la liste noire, mais il existe aussi une liste blanche. Des gens qui nourrissent régulièrement les corneilles ont rapporté avoir reçu des présents en retour. Des perles brillantes, des morceaux de verre colorés ou même des pièces de monnaie. L'IA a constaté que les vocalisations émises autour de ces humains bien-aimés sont plus douces, plus aiguës et chargées de ce qui ressemble à de la tendresse. Elles vous paient, en quelque sorte. Elles rirent, saisissent le concept d'échange, de la nourriture contre de la loyauté, de la nourriture contre de la protection. Elles pratiquent une économie interspécifique. Ce niveau de complexité sociale, funérailles, tribunaux, commerce, évaluation des menaces, montre qu'elles ne sont pas de simples animaux survivant dans notre monde. Ce sont une civilisation parallèle qui vit superposée à la nôtre. Elles ont leurs propres lois, leur propre histoire et leurs propres ennemis publics. Et en ce moment même, l'IA nous indique qu'elles consacrent une grande partie de leur temps à débattre de la catégorie dans laquelle vous vous situez. Elles vous font passer un procès, et elles savent que nous les écoutons. Voilà où tout converge et où cela devient véritablement digne de la science-fiction. On a parlé de la façon dont elles nous espionnent, mais il faut maintenant aborder la manière dont elles partagent ces données à travers le monde entier. L'étude par IA a cartographié géographiquement les sons des corneilles. Ce qu'ils ont découvert était proprement stupéfiant. Les corneilles ont des dialectes. Une corneille de New York ne sonne pas comme une corneille de Londres. C'est logique. Mais l'IA a découvert que des mots précis, comme l'alarme pour un faucon ou le nom d'une source de nourriture, voyagent d'un dialecte à l'autre comme un mème viral. Un nouveau cri peut apparaître dans une banlieue de Chicago. 6 mois plus tard, ce même motif vocal exact se retrouve à Saint-Louis. Il saute de groupe en groupe, parcourant des centaines de kilomètres. C'est une Internet analogique. Elle relaine des informations à travers tout le continent. Cela signifie que si une nouvelle menace surgit, un type particulier de drone ou un nouveau genre de piège, la connaissance de cette menace peut se propager plus vite que l'objet lui-même. Elles mettent à jour leur logiciel en temps réel. Elles apprennent des expériences des autres sans jamais se rencontrer.
On a toujours cru que les humains étaient les seuls capables d'accumuler le savoir de cette façon. Nous écrivons des livres, nous mettons des choses sur Internet. Mais les corneilles possèdent une tradition orale qui fonctionne tout aussi bien. Elles ne repartent pas de zéro à chaque génération. Elles s'appuient sur les épaules des corneilles qui les ont précédées. Mais voici la dernière pièce du puzzle, et la plus troublante. Tout à la fin de l'étude par IA, les chercheurs ont remarqué un changement dans les données. Pendant des mois, l'intelligence artificielle avait écouté en silence « Fantôme numérique entend la canopée ». Elle traitait des téraoctets de données bioacoustiques, décodait la syntaxe complexe des corvidés et cataloguait chaque croassement, crépitement et claquement. L'algorithme apprenait leur hiérarchie, leur système d'alerte et même leur commérage. On avait l'impression d'être au seuil de la première véritable traduction interspécifique. Mais alors, dans les dernières semaines de l'étude, le flux de données s'est fracturé. Les appels des corneilles ont changé. Un nouveau motif a émergé, une pulsation rythmique étrange dans leur vocalisation, jamais enregistrée dans toute l'histoire de l'ornithologie. Il ne s'agissait pas d'un simple changement dialectal régional. C'était une refonte structurelle complète. Cette nouvelle modulation s'est propagée dans les groupes locaux à une vitesse virale, puis a commencé à s'étendre vers l'extérieur, bondissant de territoire en musique-territoire, forçant les métriques de confiance de l'IA à s'effondrer. La machine ne traduisait plus. Elle n'enregistrait plus que du bruit. Les scientifiques ne savent pas encore ce que cela signifie. L'IA tente toujours de le déchiffrer, explorant des permutations à la recherche d'une pierre de Rosette qui n'existe plus. Mais certains comportementalistes avancent une théorie qui fait froid dans le dos. Ils pensent que les corbeaux ont remarqué que quelque chose avait changé. Ils ont repéré les microphones dissimulés dans l'écorce des arbres. Ils ont aperçu les objectifs qui brillaient à travers le feuillage. Mais surtout, ils ont remarqué l'absence de réaction de la part des humains qu'ils étaient en train de tester. Les corbeaux sont connus pour tester les limites en faisant tomber des noix devant des voitures ou en provoquant des prédateurs pour évaluer leur temps de réaction. Cette fois, ils ont compris que les humains ne les chassaient pas. Ils restaient immobiles, à observer et à enregistrer. Ils ont alors réalisé qu'ils étaient eux-mêmes les sujets d'une expérience. Le changement dans leur langage pourrait être une forme de chiffrement. C'est une idée qui fait froid dans le dos, mais les preuves concordent. Ils auraient peut-être compris que nous décryptions leur code et auraient donc modifié le chiffre. Ça semble impossible, non? Nous aimons penser que le chiffrement est un concept purement humain, né de la guerre et des mathématiques. Mais souvenez-vous, ce sont les mêmes oiseaux capables de résoudre des énigmes physiques à plusieurs étapes, de reconnaître des visages humains individuels pendant 5 ans et d'organiser des funérailles pour leurs morts. Ils transmettent leurs connaissances de génération en génération. Est-il vraiment si difficile de croire qu'ils possèdent la souplesse cognitive nécessaire pour comprendre qu'ils sont observés et adapter leur communication en conséquence? Si cette théorie est exacte, alors le silence que nous entendons en ce moment n'est pas une absence de communication, c'est un canal sécurisé. Ils se sont mis en veille. Ils savent que nous les écoutons et ont décidé de poursuivre la conversation en privé. Le bruit chaotique que l'intelligence artificielle enregistre désormais n'est probablement que du brouillage, du bavardage destiné à tromper l'auditeur, pendant que les véritables informations transitent sur une fréquence ou par un moyen auquel nous n'avons même pas encore pensé à chercher. Et cela nous amène à une dernière pensée, glaçante. S'ils sont suffisamment intelligents pour savoir que nous les écoutons, et suffisamment intelligents pour dissimuler leur langage, que se disent-ils dans l'ombre? Que planifient-ils maintenant qu'ils savent que nous savons? La dynamique a fondamentalement changé. Nous ne sommes plus les observateurs invisibles qui regardent de haut de simples créatures. La vitre du terrarium a été frappée depuis l'intérieur. Les règles du jeu ont changé. Nous ne sommes plus les seuls à jouer. Alors la prochaine fois que vous verrez un corbeau vous observer depuis un fil téléphonique, demandez-vous: est-ce simplement un oiseau ou est-ce un éclaireur en train de télécharger votre visage sur le réseau? Et s'ils savent que nous les écoutons, que cherchent-ils à cacher? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.
Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si vous pensez que nous ne sommes pas seuls, et abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères.